Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, 69 millions d'électeurs appelés aux urnes samedi. Le Nigeria, première économie d'Afrique, choisit son président et son parlement dans un contexte on ne peut plus incertain. Boko Haram sème la terreur, les cours du pétrole font trembler l'activité. Comment maintenir la croissance et diversifier les sources de revenus? Thierry Barbeau sera avec nous. Et puis nous reviendrons avant cela sur la catastrophe aérienne survenue dans les Alpes françaises hier. Aucun survivant après le crash d'un Airbus A320 du compagnie allemande Low Cost. Est-ce un coup dur pour l'ensemble du secteur? La course au prix discount est-elle en question? Nous interrogeons un expert dans un instant. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant cela, tour d'horizon de ce qu'il faut retenir de l'actu éco-international. Et d'abord Cuba, où Federica Mogherini a entamé hier une visite en vue d'aboutir à un accord de coopération entre Bruxelles et La Havane. La chef de la diplomatie européenne espère y parvenir d'ici la fin de l'année en échange d'avancées sur le front des droits de l'homme. Une accélération des négociations en parallèle bien sûr du rapprochement entre Cuba et les États-Unis. La diplomate en a profité pour annoncer une aide européenne à Cuba, 50 millions d'euros d'ici 2020 pour soutenir certains secteurs comme l'agriculture. Notre coopération restera forte et nous devons travailler pour nous assurer que le modèle social cubain peut être préservé. L'Union européenne s'est félicitée dès le début du dialogue avec les États-Unis. Nous sommes depuis longtemps en faveur de la levée de l'embargo et encore plus maintenant. Et ce n'est pas seulement pour nos investissements, mais surtout pour le peuple cubain. Et notez que la visite de Mogherini survient en même temps que celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et pour lui aussi, l'embargo américain contre Cuba doit être levé. Moscou veut soutenir La Havane avec des projets d'ampleur dans l'énergie, la santé, le transport ou les infrastructures. Et pendant ce temps, à Washington, justement, un autre diplomate en chef, John Kerry, vantait, lui, la reprise économique aux États-Unis. Présent, vous le voyez, au sommet de l'investissement Select USA, le secrétaire d'État américain a soutenu les réformes économiques de Barack Obama et ses résultats, 67 milliards de dollars injectés en moyenne chaque trimestre par les sociétés étrangères aux États-Unis sur les 3 derniers trimestres, contre 49 milliards entre 2009 et 2013. Je pense que les États-Unis, en particulier ces temps-ci, sont sans aucun doute l'un des meilleurs endroits pour investir, si ce n'est le meilleur endroit. Le monde est interconnecté. Quand l'Amérique ralentit, d'autres ralentissent. Pareil pour la Chine ou l'Europe. Mais d'un autre côté, la prospérité aussi est contagieuse. Chaque fois que nous avons ouvert le commerce international et l'investissement, il y a eu une injection massive de nouvelles énergies, de créativité, d'innovation et d'emploi. Et les Américains savent le faire. Oui, affluence record pour ce sommet cette année, 2600 participants venus de 70 pays. L'Ukraine et le fardeau de la dette qui asphyxie plus que jamais son économie, dette à 94% du PIB contre 40% en 2013. L'agence Moody's a abaissé la nuit dernière la note souveraine du pays. Alors de CAA3 à CA, c'est un cran seulement au-dessus du défaut avéré. Kiev lutte pour sa survie et a obtenu la semaine dernière 5 milliards de dollars du FMI. C'est la première tranche d'un crédit de plus de 17 milliards, un total qui pourrait s'avérer insuffisant. Je pense que c'est assez pour stabiliser notre système financier et monétaire. Mais je ne pense pas que c'est suffisant pour un retour de la croissance en 2016. Nous aurons besoin d'un soutien supplémentaire sous forme de crédits d'investissement et d'investissements réels. La déflation, une tendance plus que jamais européenne. C'est une première au Royaume-Uni depuis l'instauration de la statistique il y a 25 ans. L'inflation britannique est tombée à 0% en février, en glissement annuel, du jamais vu d'après les estimations depuis les années 60. Le risque déflationniste se rapproche pour Londres, même si le patron du Trésor n'y voit pas que des inconvénients. Ce gel des prix est une première pour l'économie britannique. Cette inflation zéro est due à la chute des prix de l'essence et des denrées alimentaires. C'est donc une bonne nouvelle pour les familles. Et puis sachez que l'ancien ministre grec des Finances, ministre socialiste Georges Papakonstantinou, a écopé d'1 an de prison avec sursis hier pour avoir retiré les noms de membres de sa famille d'une liste d'environ 2000 Grecs qui détenaient des comptes dans la filiale suisse de HSBC, 2000 personnes présumées coupables d'évasion fiscale. La Cour a jugé à l'unanimité que M. Papakonstantinou n'avait pas l'intention de faire du mal à l'État grec. Et bien sûr, il ne lui a jamais fait de mal.
Et on vient à présent sur cette tragédie hier du vol de la Germanwings, le crash d'un Airbus A320 au-dessus des Alpes. Aucun survivant parmi les 150 personnes présentes à bord. Et si aucune hypothèse n'est écartée, eh bien la question évidemment qui se pose, c'est celle de l'état de l'appareil. 25 ans de service, et c'est à peu près la moyenne d'âge un peu de ce type d'appareil au sein de la compagnie allemande. Compagnie low cost, on le rappelle. Alors en ligne avec nous, Yann Kochenek, bonjour. Allô ? Yann Kochenek, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Air et Cosmos. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Oui. Oui, alors c'est le premier accident mortel pour un avion d'une compagnie low cost en Europe. On se demande évidemment si la course au bas coût nuit finalement à la sécurité, la cadence des vols et la fatigue, on le sait pour les pilotes. Un minimum aussi de kérosène pour moins consommer. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont à revoir selon vous aujourd'hui ? Aucune. Aucune, parce que les compagnies à bas coût qui sillonnent le ciel européen sont, jusqu'à preuve du contraire, des compagnies extrêmement fiables et sûres en termes de sécurité aérienne. Je vous rappelle que les plus anciennes, que ce soit Riyadh et EasyJet, n'ont pas enregistré un seul accident grave ou ayant entraîné la mort de passagers, et que pour Germanwings, nous sommes dans le cas d'une filiale low cost d'une grande compagnie européenne qui s'appelle Lufthansa. Lufthansa est une compagnie extrêmement sérieuse en termes de sécurité aérienne, et il est clair que les process de Lufthansa ont été mis en place pour la filiale low cost Germanwings. Donc, même qualité de formation des équipages, même qualité dans des avions. Je rappelle c'est Lufthansa Technik, autre filiale du groupe Lufthansa, qui assure la maintenance des avions de la flotte Lufthansa et Germanwings, mais pas seulement, également d'un nombre extrêmement important de compagnies aériennes dans le monde entier. D'ailleurs, presque la moitié du chiffre d'affaires de Lufthansa Technik est réalisé en faisant la... Ouais. Donc pas de remise en cause pas de remise en cause du modèle économique des vols discount. Pour revenir au cas de Germanwings en particulier, un accident majeur aujourd'hui, est-ce que ça peut sonner le glas de la compagnie, ou en tout cas la mettre à genoux quelques mois au moins, quelques trimestres ? Non, parce que dans ce cas bien précis, les enquêteurs ont déjà mis la main sur les boîtes noires, enfin au moins l'une d'entre elles, et que les boîtes noires vont permettre de lever les incertitudes qui naissent toujours autour d'un accident d'avion. Pourquoi, comment. Les boîtes noires, avec leurs données respectives, vont permettre très vite, je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura un rapport préliminaire d'enquête, donc aux enquêteurs d'établir les circonstances de l'accident. Ouais. Et plus globalement... si vous voulez, c'est l'incertitude qui peut tuer une compagnie aérienne. Ouais. C'est l'incertitude autour des circonstances de l'accident qui peut tuer une... Justement, je vous coupe. Plus globalement, est-ce qu'il faut s'attendre à un impact pour l'ensemble de l'offre low cost ? Est-ce que les clients vont se reporter au moins un temps vers les compagnies plus traditionnelles ? Il faut s'attendre à un impact psychologique dont vous parlez sur ce marché de l'aviation ? Non, je pense pas. Bien sûr, là, je suis aujourd'hui passager de Germanwings et j'ai pris un billet pour aller à Ibiza. C'est clair, j'ai comme une petite inquiétude, une petite angoisse, mais ça c'est humain, c'est logique. Mais cette angoisse, cette inquiétude, si elle existe vraiment, dans la tête de tous les passagers et clients actuels de Germanwings, va très très vite disparaître dès que les enquêteurs vont présenter leurs premières conclusions de rapport d'enquête. Une fois que l'on sait pourquoi un avion s'est écrasé, on prend tout de suite les mesures correctives pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Donc, merci une fois beaucoup. qu'on connaît... Merci beaucoup Yann Kochenek, merci pour ces explications. Bon, Allez, cap sur le Nigeria, J-3 avant les élections générales, scrutin à haut risque sécuritaire dans un pays en proie, on le sait, aux attaques de Boko Haram. Et outre ce défi, le prochain président aura la tâche, pas moins difficile, de diversifier une économie qui est certes la plus grande du continent, mais qui se repose démesurément sur son industrie du pétrole. Et face à la chute des cours ces derniers mois, l'urgence se fait sentir. On fait le point sur ces enjeux avec Anthony Lesme. L'actualité au Nigeria est dominée par les exactions de Boko Haram dans le nord du pays. Mais à l'approche des élections du 28 mars prochain, les questions économiques risquent de peser autant que les questions sécuritaires. Le pays est miné par une corruption généralisée et désormais par des restrictions budgétaires. La chute des cours du pétrole a en effet pénalisé une économie dépendante de ces hydrocarbures. Elle représente les 2/3 des recettes fiscales et plus de 90% des exportations du pays selon Standard & Poor's.
Nous sommes toujours une mono-économie qui dépend pour plus de 90% des ventes de pétrole brut. Donc une fois que le prix du brut a dégringolé sur le marché mondial, nous nous sommes trouvés en difficulté. Le candidat idéal est le candidat qui cherchera à diversifier notre économie. Le candidat challenger est un musulman du Nord, Muhammadu Buhari. Ex-général à la retraite, il a dirigé le pays de 1983 à 1985 après un coup d'État. Je pense que j'ai quelque chose à offrir au Nigeria, surtout en ces moments où les crises sont multiples. L'insécurité, la corruption et l'effondrement de l'économie ont mis à terre notre nation. L'autre prétendant n'est autre que le président sortant, Goodluck Jonathan, chrétien du Sud, qui a fait de la jeunesse sa priorité. Le Nigeria doit aller de l'avant. Le Nigeria est aux jeunes. Le Nigeria n'est pas pour des vieux comme nous. La jeunesse est en effet un enjeu de taille. La moitié de la population nigériane a moins de 18 ans et plus d'un tiers des travailleurs est au chômage. Si vous regardez le taux de chômage, les jeunes sont très exposés. L'opportunité de devenir une force productive est très mince. Les personnes âgées ont la main sur le système et il est très difficile de percer dans ce système. Corruption, guerre civile, baisse des cours du pétrole, le Nigeria souffre de nombreux maux. Conséquence directe, une inflation galopante. Depuis 6 mois, la monnaie locale a perdu 18% de sa valeur par rapport au dollar. Voilà des chiffres assez préoccupants. On retrouve en ligne avec nous depuis Paris notre expert de l'Afrique, Thierry Barbeau. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez notamment le site info-afrique.com. Alors vous participiez hier justement à une conférence sur Boko Haram. D'abord, quel est l'enjeu principal de ces élections du point de vue des Nigérians bien sûr? Est-ce que c'est d'abord la sécurité? Alors, je dirais que le Nigeria, à ce niveau-là, il est vraiment coupé en deux, avec la capitale qui est au milieu du pays, qui est quand même touchée par des attentats et donc par le phénomène Boko Haram, et puis Lagos, la plus grande ville d'Afrique, qui est au sud, qui, elle, n'est pas touchée du tout. Donc, en fait, il y a une démarche, effectivement, de retrouver, de stopper ce que vous évoquiez, cette guerre civile avec le nord, mais on a un sud qui est en plein développement et qui, lui, n'est pas touché par ces actions-là. Donc, on a deux parties distinctes. Ok, alors on connaît l'importance de la manne pétrolière pour le Nigeria. Les autorités ont réduit fin 2014 la prévision de croissance pour cette année, en raison bien sûr de la chute des cours. Alors à 5,5% tout de même, est-ce que c'est un pays qui poursuit malgré tout sa marche en avant économique ? C'est un pays qui poursuit une marche en avant économique absolument incroyable. Les prévisions sont en baisse, elles restent quand même énormes. On est avec Lagos, la plus grande ville d'Afrique, avec plus de 20 millions d'habitants. On est un pays qui pourrait atteindre le demi-milliard d'habitants en 2050. Donc on reste quand même dans des perspectives de croissance absolument énormes. Deuxième producteur de pétrole en Afrique, deuxième producteur de gaz aussi en Afrique, et 3% des réserves naturelles mondiales de gaz sont au Nigeria. Ça restera un point fort économique. Ouais. Et comment, d'après vous, le Nigeria peut-il diversifier son économie? Quels sont les secteurs à fort potentiel dans ce pays? C'est bien sûr toutes les énergies et tout le développement des infrastructures qui vont aller avec la démographie galopante et le développement des infrastructures réellement nécessaires à ce pays, mais c'est aussi bien sûr les nouvelles technologies. Au niveau des élections aujourd'hui, il paraît qu'il y a des cyber-guerriers de l'Internet qui font de la propagande pour tel et tel parti. Donc vraiment, les nouvelles technologies sont en plein essor sur le Nigeria. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour toutes ces explications. On va passer tout de suite au Media Watch. Et une polémique pour entamer cette revue de presse écho, elle a trait au salaire de Carlos Ghosn. Bonjour Yola Citruc. Bonjour David. Alors on parle bien sûr du patron de Renault-Nissan. Oui, pour 2014, Carlos Ghosn devrait toucher 7,2 millions d'euros contre 2,67 millions l'année dernière. Ça représente une hausse de près de 170%. C'est donc assez contradictoire avec la politique générale de l'entreprise, puisqu'en 2013, Renault a signé un accord de compétitivité pour modérer les salaires. En réalité, si Carlos Ghosn va recevoir une si grosse somme, c'est premièrement grâce à la partie variable de son salaire qui dépend des performances de l'entreprise. Et comme ces performances ont été bonnes, eh bien, entre 2013 et 2014, cette part variable de sa rémunération a augmenté de 31%. Mais il y a une autre raison à cette hausse spectaculaire du salaire de Carlos Ghosn. En fait, depuis l'année dernière, les stock options ont été remplacés par des actions de performance. Et s'il ne pourra pas les toucher avant 2018, elles lui ont toutes été attribuées l'année dernière. Donc en 2014, 100 000 actions pour une valeur globale de
4,1 millions d'euros. Donc en théorie, si c'est un salaire théorique, il le touchera en pratique dans les années à venir. Et puis une méga fusion, Johanna, une de plus, entre deux géants cette fois américains de l'alimentation, c'est Kraft Foods et Heinz. Oui, il y a d'un côté donc Kraft Foods qui est un groupe qui vient des États-Unis et Heinz qui est une société contrôlée par le Brésilien 3G Capital et par la holding de Warren Buffett Berkshire Hathaway. Et l'objectif de cette fusion entre les deux compagnies, c'est de former le 3e groupe d'Amérique du Nord et le 5e groupe du monde d'alimentation et de boissons. Un groupe dont le chiffre d'affaires combiné s'élèvera à environ 28 millions de dollars. Dans le détail, les actionnaires de Heinz détiendront 51% du nouvel ensemble contre 49% pour les actionnaires de Kraft. Ces derniers pourront donc échanger leurs titres contre des actions du nouveau groupe avec une prime de fusion de $16,50 par action en numéraire et le tout donc avec un investissement de 10 milliards de dollars financé par 3G et Berkshire Hathaway. Un mastodonte du secteur. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le MAG revient demain sur i24 News et l'information continue. Restez avec nous.